Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Claire Bouchot, mère d'un petit garçon qui fut violemment assassiné le 21 avril 2017 à l'âge de 35 ans. Dans cette affaire, nous nous rendrons en Bretagne, précisément dans le village de Saint-Pévert, à 12 km de Guingamp. Claire Bouchot est originaire de Loire-Atlantique. Elle suivra son petit ami de l'époque dans le Morbihan, à Vannes, et quand ceux-ci se sépareront, elle se retrouvera à la maison des jeunes travailleurs de Guingamp. Claire est décrite comme une femme joviale. Elle est connue de ses voisins comme une femme sympathique qui prend part à la vie active de Vannes, où elle participe à l'organisation de nombreux événements entre 2000 et 2010. Elle rencontre Simon Gégou en juillet 2010 au foyer des jeunes travailleurs de Guingamp. Il a 6 ans de moins qu'elle, mais tout se passe bien entre eux. Ils forment un couple fusionnel. 2 ans plus tard, elle tombera enceinte, par hasard, dira-t-elle. C'est en 2014 que le jeune couple achète leur maison à Saint-Pévert avec leur fils Tristan, qui a alors 2 ans. À l'automne 2016, ils hébergent un ami de Simon, Stéphane, et sa compagne Christelle. Malheureusement, Claire ne voit pas tout de suite ce qui se passe entre eux. Ils ne sont pas amis, ils sont plutôt compagnons de shoot, pourrait-on dire. Ils sont tous les deux accros à l'oxycotin, un puissant analgésique qui peut être utilisé pour le sevrage de la dépendance à l'héroïne. C'est aussi à cette période que Simon démissionne de son travail au magasin. Mais il ne démissionne pas de lui-même, non. C'est une demande de la gérante du magasin, qui le soupçonne d'avoir volé à plusieurs reprises. S'il démissionne, elle ne déposera pas plainte. Claire n'aime pas cette relation toxique qu'entretiennent Simon et Stéphane. Elle se sent prisonnière et ses seuls revenus désormais de secrétaire médicale au centre hospitalier de Saint-Brieuc ne suffisent pas à faire vivre la maisonnée. Et comment pourrait-elle élever son garçon dans de telles circonstances? C'est à ce moment qu'elle commence à penser qu'elle devrait quitter cet homme, et elle en parle à sa famille. Certains pensent même qu'elle envisageait de venir habiter près d'eux à Nantes, sans Simon. Après plusieurs mois sans revenu, le 27 mars 2017, Simon Gégou tente alors une escroquerie à l'assurance. Il déclare un faux cambriolage, espérant ainsi pouvoir récupérer un peu d'argent. Mais Claire refuse de le suivre dans son mensonge. Ce sont ces attitudes qui confirmeront les doutes de Claire et elle décidera alors de rompre leur pax. Claire est secrétaire médicale au centre hospitalier de Saint-Brieuc. Le 20 avril, elle ne se présente pas à son travail. C'est le 22 avril, soit 2 jours après avoir vu Claire pour la dernière fois, que la chef de service s'inquiète et décide de joindre le domicile de Claire pour comprendre pourquoi elle ne se présente plus sur son lieu de travail. Mais pas de réponse. Elle tente d'appeler à plusieurs reprises, mais personne ne décroche. Imaginez, votre femme a disparu depuis 48 heures. Le téléphone sonne avec insistance. Vous ne répondez pas? Cela ne vous interpelle pas? C'est seulement le 25 avril que Simon se rendra à la gendarmerie de Châtellerault pour déclarer la disparition de sa femme. Soit déjà 5 jours après le premier jour d'absence à son travail. Mais il n'est pas au bon endroit. Les gendarmes de Château-Lendren le renvoient vers la gendarmerie de Bourbriac, commune dont dépend Saint-Pévert, le village où ils vivent, lui, sa femme et son fils. Mais il ne le fera pas. C'est le lendemain, le 26 avril, et poussé par la famille de Claire, qu'il finira par se rendre à la gendarmerie de Bourbriac. La famille de Claire, inquiète, ira jusqu'à l'accompagner pour s'assurer que la plainte pour disparition inquiétante sera déposée et bien prise en compte. Il signale que Claire serait allée à un vide-grenier sans savoir dans quelle ville elle se rendait. À l'initiative de la famille de Claire, les gendarmes organisent une battue dans le massif forestier du Bois-Meur à Saint-Pévert. Près de 150 personnes se mobilisent pour aider aux recherches. Ce ne seront pas moins de 200 hectares qui seront fouillés ce jour-là. La famille de Claire est présente. Ses sœurs, Emmanuelle et Bénédicte, sont très émues devant la solidarité des habitants de la commune. Elles diront: c'est vraiment inquiétant. Elle devait récupérer Tristan, son fils de 4 ans, qui avait passé des vacances chez ses grands-parents. Sont aussi présentes son père, sa cousine et ses beaux-parents,
venu dans l'espoir de retrouver Claire. Simon est là lui aussi, mais il ne semble pas très concerné. Un gendarme se rappellera plus tard, lors du procès, la froideur et le manque d'empathie de Simon Gégou lors de cette battue. Mais rien, les recherches restent vaines. La nuit tombe, on arrête alors la battue. Une seconde battue sera alors organisée le 6 mai si aucun élément ne permet de retrouver Claire d'ici là. Claire ne revient toujours pas et ne donne aucun signe de vie. Les gendarmes lancent alors la seconde battue annoncée 5 jours plus tard, le 6 mai, dès 9 heures du matin. Ils aident les participants à se mettre en place et décident de resserrer le dispositif. Le chef d'escadron leur donne des éléments d'organisation pour tenter de mener à bien cette seconde battue. Chacun devra être au maximum à 2 mètres de son voisin, pas plus. Si vous trouvez un indice, un vêtement, une chaussure, vous ne touchez à rien et vous appelez un gendarme. Si vous pensez voir le moindre indice, n'hésitez pas. Les participants seront regroupés en 3 équipes. Une première équipe d'une trentaine de personnes partira du domicile de Claire. Les 2 autres équipes iront ratisser la zone du sud du Bois-Meur. Malheureusement, toujours rien. On ne retrouvera pas non plus Claire ce jour-là, dans la forêt du Bois-Meur. Ce n'est que le lendemain qu'un homme promenant son chien le suivra, alerté par son comportement changeant, et découvrira le corps d'une femme. Non loin d'un corps de ferme abandonné, le lieu-dit du Clos d'en bas, caché dans une cavité sous des ronces en bordure d'un champ, à moins de 20 km de Saint-Pévert, sur la commune de Coignac, où vivait Claire. Il prévient les gendarmes qui arrivent alors, accompagnés par les techniciens de la criminelle. Cela fait maintenant 11 jours que Claire est portée disparue. Les techniciens de la criminelle prélèvent sur place autour du corps un paquet de cigarettes, une seringue et un gant en latex qui seront envoyés à l'Institut génétique de Nantes-Atlantique pour analyse. Les lieux de la découverte ne semblent pas avoir été le théâtre du crime. Il n'y a ni sang, ni trace de lutte. Tout semble si calme. Pour les enquêteurs, aucun doute. Le crime s'est produit ailleurs. C'est un meurtre sans scène de crime. C'est une scène violente dans un lieu inconnu qui s'est produite il y a quelques jours. Claire est debout, vêtue d'un grand t-shirt bleu qu'elle portait pendant sa grossesse. Elle est sans doute pieds nus. Un homme s'approche et lui assène un premier coup dans un poumon. Un deuxième coup de couteau lui transperce le cœur. Elle recevra en tout 6 coups de couteau dans la poitrine et sur le haut du corps. Les lacérations sont visibles dans le t-shirt. Les photos qui seront présentées à la cour d'assises font froid dans le dos. Le parquet de Saint-Brieuc ouvre alors une information judiciaire contre X pour meurtre. L'enquête est ouverte, elle est confiée à la section de Rennes. L'autopsie est réalisée le 12 mai. Elle confirmera la présence de 6 plaies dans la poitrine de Claire, probablement toutes causées par arme blanche. Aucune trace d'agression ne sera décelée lors de l'autopsie. Les analyses réalisées à l'Institut génétique de Nantes sur les objets retrouvés près du corps de Claire démontreront la présence de l'ADN de Simon Gégou sur la seringue. Quant à l'arme du crime et le portable de Claire dont elle ne se séparait jamais selon son entourage, ne seront jamais retrouvés. Le 14 juin, Simon Gégou et son ami Stéphane, l'ami qui l'avait hébergé à l'automne, seront tous deux placés en garde à vue. Dans le même temps, les gendarmes procèdent à la perquisition du domicile de Claire Bouchot et Simon Gégou. Et c'est en fin de soirée que Simon, seul, sera mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et placé en détention provisoire. Stéphane, lui, est relâché. Simon devient le principal suspect dans le meurtre de Claire, mais les circonstances du crime restent encore floues. Aucune trace de violence ne sera retrouvée dans la maison. L'existence d'indices graves, précis et concordants qui, à ce jour, suffisent à son maintien en détention et à le faire comparaître devant une cour d'assises. Simon niera fermement tous les faits qui lui sont reprochés. La perquisition crée des émules à Saint-Pévert, et tout le monde semble rassuré de voir autant de policiers affairés autour de la maison de Claire. C'est la preuve d'une enquête qui avance. La mise en garde à vue de Simon rassure les habitants. Le maire déclarera
Tous les jours, j'étais interpellé sur cette affaire-là. Les gens vont être rassurés. Dominique, la patronne du bar, elle, dira: ça va calmer les esprits. Les gens vont être plus tranquilles parce qu'ils appréhendaient d'aller au bois, par exemple, d'aller se promener. Après 3 ans et demi de détention, Simon Gégou sera jugé par la cour d'assises de Saint-Brieuc. Le procès s'ouvre le 19 mars 2021. La présidente souhaite faire un bilan de personnalité de l'accusé. Comment vivez-vous votre incarcération? Cela fait 4 ans bientôt. Pouvez-vous en parler? Je travaille du lundi au vendredi, pour un salaire variant de 200 à 600 euros par mois. En parallèle, j'exerce des activités culturelles et sportives. J'ai enfin trouvé mes habitudes. Vous avez écopé de 2 rapports pénitentiaires. Expliquez-nous. Effectivement, on a retrouvé une machine à tatouer de fabrication maison et un portable dans ma cellule. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Depuis peu, nous bénéficions d'un téléphone fixe personnel dans nos propres cellules avec une liste de numéros autorisés. Vous avez fait plusieurs demandes de liberté provisoire lors de votre détention. Effectivement, j'en ai déposé quelques-unes, dont une en date du 15 décembre 2019. Le juge avait finalement accepté ma demande et autorisé ma sortie, faute de nouveaux éléments. J'ai été libéré pendant 24 heures, juste le temps d'être rattrapé et réincarcéré sur décision du procureur. Lors de ce procès, il est rappelé que Simon avait eu un comportement étrange en mettant plusieurs jours à contacter la gendarmerie, par exemple. La famille de Claire laisse entendre qu'elle tentait de se rapprocher d'eux, à Nantes, et que le couple n'allait pas bien depuis un moment. Est-ce là un mobile pour Simon qui ne souhaitait pas la voir partir? Les experts psychiatres, eux, décrivent Simon comme un manipulateur, comme rappelant les propos tenus par la partie civile au premier jour du procès, le désignant comme un homme aussi menteur qu'intelligent. Simon tente de se défendre. Je n'ai aucune réponse, aucune idée de ce qui s'est passé ce jour-là. Je n'ai jamais été violent envers Claire et notre fils. Je ne leur ai jamais fait de mal, a-t-il expliqué à la barre avant que les juges ne se retirent. Le 26 mars 2017, après seulement 5 heures de délibéré, Simon Gégou, alors âgé de 33 ans, sera condamné à 30 ans de réclusion criminelle assorti d'une peine de sûreté de 20 années, comme demandé par l'avocat général. Il est également destitué de ses droits parentaux. Maître Jourdain Desmar et Vessière, avocats de la défense, ont immédiatement exprimé leur décision de faire appel au vu d'un réel manque de preuves, dans une affaire où il n'y a ni scène de crime, ni arme, ni date précise du meurtre pour lequel vient d'être jugé leur client. Le procès en appel se tiendra du 2 au 8 juin 2022, à la cour d'assises d'appel de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Simon Gégou continuera de nier son implication dans cette affaire. Je clame mon innocence, je n'ai pas compris la décision de la cour l'année dernière. Il aura nié tout au long du procès, calmement et sur un ton monocorde. Il semble détaché, extérieur à l'affaire. Il ne cherche pas de coupable au meurtre de sa femme. Il est décrit par un psychiatre comme quelqu'un ayant un trouble de la personnalité, l'empêchant de montrer ses émotions. L'ex-compagne de Stéphane, l'ami de Simon, qui avait été à l'époque mise en garde à vue en même temps que lui, déclarera à la barre. Les responsables du meurtre de Claire sont soit Stéphane, soit Simon, soit les deux. À l'époque, elle avait même déclaré être sûre de la culpabilité de Stéphane. Il est même arrivé une fois que Stéphane, en manque, se jette sur moi avec un couteau. La défense profite alors de ces déclarations et tente une sortie. Un second suspect? Le but étant de laisser la place au doute dans l'esprit des jurés. Il laisse alors entendre que peut-être l'ancien compagnon de drogue de Simon Gégou pourrait être impliqué. Mais Stéphane se défend formellement d'être lié à toute cette histoire. Je vois bien le cheminement de votre plaidoirie. Je n'ai rien fait. Je n'avais aucune raison de lui faire du mal. Je ne veux même pas le regarder. Je suis dégoûté. Assume, assume pas, je ne me laisserai pas être accusé. D'autres questions se posent et restent sans réponse. Quand Claire a-t-elle été tuée? Selon les experts, elle serait décédée dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 avril. Pour la voisine, cela ne tient pas. Elle réaffirme avoir vu de ses yeux Claire au volant de sa voiture ce matin-là.
Le président d'audience montre des photos du Velux prises par les enquêteurs et de ce qui est visible par celui-ci. Au vu de ces dernières, la vue n'est pas très nette et plutôt éloignée, mais cette voisine reste sûre d'elle. Que faisait la seringue avec votre ADN près du corps lors de sa découverte? C'est un lieu de chute que j'avais l'habitude de fréquenter avec Stéphane. Peut-être qu'un jour j'ai pu l'oublier là. Où en était votre relation avec Claire? Tout allait pour le mieux, nous étions très bien ensemble. Notre garçon nous apportait tout le bonheur du monde. Pourtant, on se souvient que la famille de Claire pensait qu'elle avait décidé de le quitter après sa tentative d'arnaque aux assurances. Mais Simon nie ce choix. Claire et lui étaient en bons termes. Le mystère sur le lieu et la date du meurtre pourrait rester à jamais irrésolu. J'aimais Claire. J'aimerais retrouver mon fils. Depuis le début, je suis innocent. Voici l'une des dernières phrases prononcées par Simon Gégou. L'avocat général, Stéphane Cantero, est persuadé d'avoir affaire à un crime de colère. Pendant un peu plus d'une heure, il cherche à démontrer que seul Simon Gégou, qui avait de multiples raisons de la tuer, qui n'a pas arrêté de raconter des bobards sur son couple, qui avait peur que tout s'effondre autour de lui, pouvait être l'auteur. L'avocat de Simon Gégou, maître Berton, lui déclarera « Pas de scène de crime, pas d'arme du crime, pas de lieu du crime, et on vous demande de condamner un homme à 25 ans de prison? On ne peut pas disposer de la liberté d'un homme avec si peu de preuves. Il demandera l'acquittement. » Beaucoup de zones d'ombre persistent, et l'avocat déplore une enquête à charge pour lesquelles des pistes importantes n'ont pas été explorées. Claire Bouchot avait noué d'autres relations amoureuses, notamment avec un certain Stéphane Michel, accusé d'avoir poignardé 2 autres personnes dans les 6 mois précédant le drame. Elle fréquentait également des sites de rencontres. Enfin, raconte maître Jourdain Desmarres, il y avait chez le couple beaucoup de va-et-vient liés aux stupéfiants. Des voitures immatriculées dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, ont été observées. Ces pistes n'ont pas été explorées, regrette encore l'avocat de Simon Gégou. Après plusieurs heures de délibération, la cour d'assises d'appel d'Ille-et-Vilaine vient de rendre son verdict dans cette affaire. Ce vendredi 10 juin 2022, Simon Gégou a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec un suivi socio-judiciaire de 10 ans et un retrait total de son autorité parentale. À l'énoncé du verdict, Simon reste impassible. Il n'a pas regardé ses parents ni ceux de Claire. Il s'est retourné, a tendu les bras aux gardes et s'est laissé menotter et a quitté la salle d'audience. 5 jours plus tard, l'avocat de Simon, maître Thomas Jourdain Desmarres, indiquait qu'il se pourvoirait en cassation. C'est donc une affaire à suivre. Maintenant, je m'adresse à vous. Qu'en pensez-vous? Les preuves vous ont-elles convaincu? Pensez-vous qu'il était juste au mauvais endroit au mauvais moment? Et quel aurait bien pu être le mobile de ce meurtre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous tiendrai au courant du verdict de la Cour de cassation, dernier recours de Simon Gégou. Je suivrai de près le procès en cassation. Qui sait? Peut-être que nous en apprendrons davantage sur les circonstances du meurtre. Peut-être que Simon Gégou apportera les preuves de son innocence ou... Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo. À bientôt!